Là, j'ai essayé d'engager avant le coup d'envoi et l'arbitre a demandé de remettre le ballon sur le point du rond central. Les vraies voix du foot, comme tous les mardis soirs avec notre équipe de choc. Salut Guy Carlier. Bonsoir à tous. En pleine forme footballistique? Parfaitement bien. Tout va bien. Parfait. Emmanuel Galasso, en pleine forme footballistique, Bonsoir, ça Philippe, va? en très grande forme footballistique. Oui, comme le foot français d'ailleurs. Ça va plutôt va bien. bien. La 4/4 en Ligue des Champions. On peut pas faire mieux. Notre statisticien, Quentin Fredon. Salut Bonsoir Quentin. Philippe, bonsoir à tous. Tout va bien. En pleine forme footballistique. Alors, on embrasse Maxime qui a pris quelques jours de congé. C'est Marie qui, elle, n'est pas trop fouteuse à la Real. Et on l'embrasse. Au menu, on va commencer par parler de OMOL, l'Olympico, avec un match magnifique. 5 buts, un but de beach soccer, même des beaux buts en général. Et on aura Nicolas, supporter marseillais, en notre compagnie. Dans la seconde partie, on va parler d'Ousmane Dembélé, qui a marqué 8 des 14 derniers buts du PSG, avec 2 triplés contre des équipes de Ligue des Champions, le VfB Stuttgart à Stuttgart et Brest à Brest. Et on vous pose cette question: Dembélé peut-il entrer dans le top 5 mondial des attaquants? Et on dit quoi sur Twitter? Alors sur Twitter, pour l'instant, 70% des gens pensent que non, Dembélé ne peut pas faire partie du top 5. Ensuite, on va parler peut-être d'une résurrection. La Coupe de la Ligue, oui, qui a disparu il y a pile 5 ans, en 2020. C'est le PSG qui a été le dernier club à la remporter. Et des présidents de Ligue 1 et de Ligue 2 demandent son retour. Ça n'a évidemment aucune relation avec la baisse des droits télé. Sauf peut-être. Quelle drôle d'idée, Philippe. Alors là... On va en parler dans la troisième partie. On conclura avec le But Football Club, notre ami Alexandre Corboz, sur le bilan du mercato. Il y a quand même de belles arrivées. Il y a eu Benasser hier, Kvaratskhelia en début de mercato, mais là c'est pas à Marseille, c'est au PSG. Et ce sera en compagnie de l'immense, on est tous d'accord, Alexandre Corboz. Allez, c'est parti. Sud Radio, les vraies voix du foot. Et on commence, Guy, avec ton édito sur un joueur qui est en pleine forme, qui a mis un très beau but dimanche et qui s'appelle Adrien Rabiot. Oui, d'abord, une petite précision préalable. Vous avez dit que ça vous évoquait le beach soccer, ce match. Moi, j'y ai pas vu ce que j'aime dans le beach soccer. En général, quand je regarde le beach soccer, c'est pour voir certaines choses Le sable. que je n'ai pas vu. mais ceci dit, c'est vrai que c'était un très beau match. Et pour revenir à Adrien Rabiot, c'est l'histoire d'un enfant de la capitale, vous savez, vous la connaissez, formé au PSG, dont la technique raffinée, la vision du jeu et l'allure aristocratique laissaient penser qu'il deviendrait très vite le prince du parc. D'ailleurs, avant même d'être un prince, on l'avait surnommé le duc, le marquis. Ah oui, parce qu'il était le duc après. Et les supporters du PSG étaient persuadés qu'il deviendrait vite le prince du parc et même que le trône de roi au milieu du terrain lui était promis. Mais le marquis était un peu trop soumis au pouvoir de sa reine-mère, qui était en quelque sorte sa régente, une femme au caractère si fort qu'elle n'hésita pas à entamer un bras de fer, souvenez-vous, avec la direction du PSG, ou même avec l'équipe de France, en incitant son fils à refuser d'être réserviste pour le mondial 2018. Peu à peu, il fut entraîné dans un tourbillon de polémiques, de controverses, de jugements négatifs. On disait qu'il était hautain, capricieux. Et je me souviens d'un match du PSG contre Toulouse, pas en grande affiche, mais enfin, au cours duquel Rabiot rata un contrôle facile par manque de concentration, et mon voisin de stade s'est mis à hurler: va te faire couper les cheveux, tête à claque. Voilà ce qu'on pensait à peu près à cette époque. Je ne sais pas si Rabiot a entendu cet homme, mais il savait que c'était ce qu'on pensait de lui. Alors le marquis s'est dit que Paris ne le méritait pas, et il partit pour un long exil en Italie, à l'issue duquel il refusa le royaume d'Angleterre, comme il refusa d'être roi borgne au royaume des aveugles saoudiens. Il voulait devenir roi en son pays. On l'a compris après. Et comme ultime défi, il choisit de le faire chez l'ennemi des Parisiens, à Marseille. Car comme il n'avait pas été prince à Paris, il serait roi à Marseille. Et dimanche dernier, le Vélodrome l'a fait roi lors de ce match contre Lyon. Tout le monde a contribué à ce but. Y compris De Zerbi qui avait reculé Greenwood, positionné en pointe, souvenez-vous, en première mi-temps. Oui. Car c'est Greenwood, au cœur du jeu, qui a donné un magnifique ballon en profondeur à Hulberg, à gauche de la surface, qui remet de la tête pour Rabiot, qui surgit et conclut de la tête également. Et ces deux têtes qui laissent les défenseurs et le gardien lyonnais s'écotiniser ont quelque chose de chorégraphique. Et je vous jure que Rabiot volait. Il s'envolait pour marquer, et comme après le but, le
peuple l'a appelé, il a couru vers eux, il a sauté les barrières et s'est fait adouber en posant un genou à terre. Un jour, mon prince viendra, espèrent les Marseillais depuis des années. Mais les faits sont mutines et leur ont envoyé des Mitroglou et des Brandao pour se faire pardonner. Cette fois-ci, c'est un roi qui est venu. Il s'appelle Adrien Rabiot. Oh, magnifique. Bravo Guy. Bravo Guy, comme d'habitude, excellent édito. Mais les Toulousains ont un bon souvenir. Il avait été prêté au TFC Absolument. quand il Quand jouait il au avait PSG. 17 ans, premier prêt d'Adrien Rabiot. Et alors, Absolument. il y avait déjà toute la base d'Adrien Rabiot, c'est-à-dire Ah oui, énormément de super talent, technique. de l'élégance, de la technique, un petit manque de J'étais volonté. abonné au TFC à l'époque. Tu avais l'occasion de le voir. Donc un petit manque quand même de volonté. On sent qu'il n'avait pas l'intention de s'éterniser à Toulouse, mais tout était déjà là. Il avait 17 ans et après il est revenu à Paris. En deux ans, il a réussi à se faire son trou. Il y avait notamment Matuidi et autres, donc il y avait de la concurrence. Mais déjà, il montrait toute l'étendue de son talent. Et Mais lui, je me souviens que lors de nos premières émissions, vous aviez souligné votre enthousiasme sur ce retour et votre amour Complètement. pour ce joueur. Je trouve que, alors que ouais. moi, j'étais assez sceptique. On considérait que c'était une régression, revenir de la Juve pour jouer À Marseille. à l'OM. Et en fait, il a tout compris. Et c'est vrai que ce qui se passe, cette osmose qui ne peut avoir lieu qu'à Marseille entre un joueur et on va en venir à Benacer tout à Oui. l'heure. Et ça risque de se passer de la même manière pour lui, ne se produit qu'à Marseille. Alors, on a un supporter marseillais avec nous. Bonsoir Nicolas. Bonsoir les vrais bois du foot et félicitations Guy pour votre édito. Alors, Bonsoir, après Nicolas. avoir entendu Guy, on se dit que finalement, la rouille a bien pris dans la bouillabaisse pour Adrien Rabiot. Ah bah oui, complètement. C'est difficile à imaginer il y a une dizaine d'années lorsqu'il a été lancé par Carlo Ancelotti. Mais finalement, bah, écoutez, il était peut-être plus à sa place à Marseille. On le sent plus épanoui, plus libéré. Hier, dimanche, j'ai vu des images que je n'avais jamais vues au Parc des Princes. Des images de communion où vraiment on s'est senti proche des supporters. Et je pense qu'il est comme un poisson dans l'eau et je ne pense pas qu'on soit prêt de le voir repartir. Tu voulais dire au Vélodrome, Nicolas. C'est ce que je voulais dire, Vladi. Je pense que j'ai dit Parc des Princes. C'est un petit lapsus, c'est un petit lapsus, on te le pardonne. Tout à fait, oui. Lapsus révélateur. Est-ce que, alors, on va faire abstraction de la deuxième période de la première période, de l'Olympico. Moi, j'ai regardé tout le match. La première période n'était pas franchement flamboyante. Non. Et comme l'a dit Guy très justement, Greenwood en pointe, c'était pas le top. Mais alors, la deuxième mi-temps a été magnifique. Est-ce que vous êtes tous d'accord avec ça qu'en deuxième mi-temps, on a vraiment vu un grand et un beau match et un bel OM? Absolument. Alors, pour répondre à une question que beaucoup se posaient, est-ce que c'est un grand match? Il faut qu'il y ait deux grandes mi-temps pour que ce soit un grand match. Oui. La première, comme tu dis, était poussive et la deuxième, de fait, elle a été 5 magnifique, buts. très ouverte. Et je pense qu'on va avoir l'occasion de développer. Moi, je pense que ça pouvait beaucoup plus basculer du côté lyonnais que marseillais. Voilà, ça c'est mon avis. Mais je pense que Lyon, quand ils mènent 1-0, ils ont 3-4 grosses occasions, notamment avec Tolisso de breaker, et ils le font pas. Dans la foulée, le but marseillais, il est mérité, mais heureux quand même, plutôt sur la frappe déviée de Gouiri. Après, le match s'emballe. Mais je pense que les Lyonnais peuvent nourrir des regrets. Ils pouvaient repartir avec au moins un point de ce déplacement. Mais voilà, ce qui est sûr, c'est que ces Marseillais ont montré une vraie force mentale. Et voilà, dans ce Vélodrome enflammé, ça tourne quand même souvent l'avantage des Marseillais quand tu as ce 12e homme qui est derrière et que c'est à 50-50 et que c'est de l'attaque-défense. Évidemment, les supporters jouent aussi leur rôle à ce moment-là. Guy, moi, pour répondre à la question, est-ce que c'était un grand match sur le plan évidemment de la qualité du jeu, notamment en première mi-temps, on peut pas dire ça. Mais un grand match, ce n'est pas que ça. Oui. Un grand match, c'est des rebondissements. Et pour le coup, on a été servi. C'est l'ambiance. Là, on a la base. Hein. Si vous faites une recette grand match, vous avez un fond de sauce qui est l'ambiance. C'est et ça. vous l'avez toujours au Vélodrome. Ça, c'est sûr. Et puis le scénario, c'était donc un match à rebondissement avec même de l'injustice. Moi, contrairement à Emmanuel, je pense que l'OM méritait d'être devant. Je pense que globalement aussi, surtout vu les arrêts faits par Perry, oui. qui a quand même sauvé Je pense que Lyon n'a pas joué vraiment et que Marseille n'a pas joué en première mi-temps. En fait, c'est De Zerbi qui a tenté cette expérience, on va dire, avec Greenwood, dont on a déjà parlé en pointe. Et il a rectifié le tir à la mi-temps et ça a tout changé. Ça a tout changé avec en plus des Marseillais déchaînés, accrocheurs avec l'appui du public. Voilà, et quand on voit... et puis, alors, je parlais de Sécotine, il n'y a que les anciens qui se
se souviennent de cette colle. Mais sur le but de Henrique, c'est encore pire. Le gars est tout seul. Au deuxième poteau, les défenseurs sont groupés au milieu. Ça m'a rappelé, sa manière de la mettre au fond, ça m'a rappelé exactement le but de Thierry Henry contre le Brésil en 2006. La passe de Zidane, exactement, j'y ai pensé aussi. Exactement, j'ai revu ça à le but Francfort. d'Henry. Mais oui, mais c'est aussi dû franchement à des faiblesses défensives lyonnaises qui ont donné matière aux Marseillais à revenir dans le match. On a un milieu Matic, Verretou. Et Tolisso, par contre, je suis super convaincu par Tolisso dans son rôle de faux numéro 10, un petit peu qui relaie entre la Casette et les milieux. Il a été magnifique. Et on voit un Tolisso qui, au fur et à mesure de la saison, retrouve des jambes, retrouve de la confiance, du volume de jeu. Il m'étonne de match en match. Gros retour de Tolisso. Nicolas, est-ce que le principal atout des Marseillais cette année, alors outre leur milieu de terrain dont on a parlé, qui s'est renforcé avec Benasser, mais on en parlera dans le dernier module avec Alexandre Corboz, c'est pas leur mental. Mener 1-0 au retour de vestiaire, ils plantent 2 buts. Ils se font reprendre sur un penalty après une analyse VAR. On s'envoyait des textos, nous, ce groupe des vrais voix du foot, que c'était vraiment... Maintenant, alors il a touché la cuisse, mais pas la cuisse, mais ça touche le coude. Ouais, mais le coude, c'est le bras. Ouais, mais il y a penalty, c'est devenu délirant. Et ils arrivent quand même à encore en planter un 3e derrière. C'est pas la principale force des Marseillais cette année, un mental en béton. Non, effectivement, je pense que vous avez raison. J'ai l'impression que Roberto De Zerbi a insufflé un état d'esprit dans cette équipe. On a eu exactement le même scénario qu'au match aller au Groupama, avec une équipe qui est menée 1-0 face à Lyon. On réussit à prendre l'avantage un petit peu par miracle dans les 2 cas. Ils reviennent à 2 partout et puis finalement on s'arrache pour aller chercher cette victoire. Et c'est pas la première fois. On avait déjà eu le scénario à Rennes il y a quelques semaines où on était mené 1-0 sur un penalty avec déjà un penalty un peu litigieux sorti par Rouli. On avait pris le but juste après, et puis on avait réussi à trouver les ressources pour gagner 2-1. Donc j'ai l'impression qu'on a souvent ce nouveau caractère, ce nouvel état d'esprit qui est insufflé par ces nouveaux joueurs, comme Rabiot notamment, vous en parliez, qui a cette expérience des grands rendez-vous. Et dans les grands matchs, ça se ressent. Oui, Nicolas, on va faire un point mercato en fin d'émission, mais j'ai quand même envie d'avoir ton avis de supporter de l'OM. L'arrivée d'Ismaël Benasser, donc prêt avec option d'achat 12 millions plus 3 millions de bonus. Il y avait une approche déjà qui avait été faite par Mehdi Benassia l'été dernier, qui n'avait pas abouti. Le contact avait été maintenu. Ça s'est fait dans les dernières heures de ce mercato. Comment t'as vécu cette arrivée? Qu'est-ce que ça t'évoque en tant que supporter Marseille? Je pense que tu es aux anges comme la plupart. Ah, vraiment, clairement aux anges. Une petite anecdote, je vous raconte comment ça s'est passé cet été. Bon, je suivais un petit peu les infos mercato du dernier jour. Et puis j'ai vu cette rumeur Benasser sortir. Donc je m'étais un petit peu chauffé toute la journée en espérant voir arriver l'Algérien. Finalement pas du tout. Et puis j'avais quand même vu une petite brève annonçant l'OM va tenter de revenir à la charge en janvier. Cette info, je l'avais complètement oubliée. Et c'est hier que j'ai revu le nom de Benasser sortir. Et voilà, rebelote, je me suis chauffé tout seul et puis finalement ça a été la bonne. Il nous a rejoint, ça fait vraiment plaisir. Guy ? Oui, vous n'êtes pas le seul. J'ai vu tout à l'heure les images de l'arrivée et de l'accueil des supporters, de Benasser par les supporters. Je pense que en plus il y a un public, il y a un lien entre l'OM et l'Algérie de la même façon. Oui. L'OM, il y a une espèce d'alchimie Pagnol, les cités. Vous voyez, c'est surréaliste, mais le public, c'est ça. Alors que le PSG, c'est une alchimie Portugal-Brésil plus. Et les cités aussi, oui. On peut dire. Et celui qui faisait le lien entre Pagnol et les cités, c'était Bernard Tapie, magnifique, pour faire le pont entre ces deux mondes. Exactement, mais c'est ça. Et là, on a les deux. Entre Rabiot et Benasser, on a les deux angles des supporters. Et je pense qu'effectivement, lui aussi, il est promis à... Comment vous parliez de motivation, Philippe, oui. Mais comment, avec un entraîneur comme De Zerbi, un public comme celui du Vélodrome, si le gars n'est pas motivé, il faut vraiment qu'il fasse un autre métier, quoi. Non, mais voilà. Faut qu'il aille vendre des sardines sur le Vieux-Port. Oui, c'est ça. C'est bien ça. Merci beaucoup, Nicolas, supporter Marseille. Il y a une dernière question. La 2e place, elle est garantie pour Marseille ou pas cette saison, Nicolas? Elle n'est pas garantie, mais on va aller la chercher. Philippe, si vous permettez, très, très, très rapidement, vous qui connaissez bien les anciens joueurs, il faut juste noter que nos derniers joueurs algériens, ce sont donc Karim Ziani, Fouad Kadir. C'est vrai qu'on n'a pas eu une histoire récente assez très 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 belle avec les Algériens, donc c'est bien d'avoir 2 joueurs de ce niveau, comme Gouiri et Benasser. Merci beaucoup, Nicolas. Et puis dans un instant, on va parler
d'un attaquant qui est en train d'exploser au PSG, Ousmane Dembélé, 8 buts sur les 14 derniers buts, et on vous pose cette question, Dembélé peut-il entrer dans le top 5 mondial des attaquants? Et ça dit quoi sur Twitter, Quentin? Toujours pareil, 70% des gens pensent que Ousmane Dembélé ne peut pas faire partie du top 5 des attaquants. Eh bien écoutez, on va en débattre, on lui souhaite un destin à la JPP qui avait fini Ballon d'Or et qui lui avait été une légende de l'OM. Allez, on se retrouve tout de suite dans les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Quentin Fredon au web. Et on vous pose cette question, Dembélé peut-il rentrer dans le top 5 mondial des attaquants, puisque l'attaquant du PSG carbure à plein tube. 2 coups du chapeau consécutifs contre 2 clubs de Ligue des Champions, le VfB Stuttgart en Allemagne et un autre, c'était du championnat, mais ça va bientôt être de la Ligue des Champions contre Brest, du côté de Brest, alors que ça se jouera la semaine prochaine du côté du Roudourou. Est-ce qu'il a franchi un palier, Dembélé? Et je pense que le déclic, c'est peut-être le match contre City. Je laisse commencer, Guy. Si tu veux. Oui, indiscutablement. Je ne sais pas si c'est le palier, si c'est ce match-là, pardon, mais il a franchi un palier. C'est-à-dire qu'on a bien rigolé de Dembélé. Ah, il a tué une mouette. Non, mais le truc, c'était... Non, mais c'est vrai, même moi... c'était depuis Barcelone, c'était le long de la ligne, il est magnifique, il dribble tout le monde, etc. Et dès qu'il s'agit de conclure, de centrer, de marquer, c'est n'importe quoi. Il a... progresser dans ce domaine, c'était sûrement pas le plus difficile à faire pour lui. Ah non, c'était probablement un problème de volonté. Il a décidé maintenant vous voyez, l'approche de Mbappé, de devenir le meilleur, etc. Il y a cette motivation-là qui est importante et que Dembélé n'avait pas visiblement. Il y avait un côté un peu comme ça, laxiste, un peu dilettante, voilà. Et là, il a franchi pour le coup ce palier-là. Pour moi, il y a indiscutablement, c'est une certitude, s'il continue avec cette rigueur-là, il sera dans le top 5, c'est évident, ça me paraît évident. Et alors, dernière chose, pardon, bien sûr. Je pense que là, on a trouvé le fameux faux, vrai, avant-centre. Vous dites ce que vous voulez, ça devient d'autant que, donc, avec le Georgien Barcola et Doué qui peut jouer et on a 2 9,5 en fait avec Doué et Dembélé. Vous voyez, des trequartistas comme il ça fait 19 du coup. Hein. Et ça nous laisse encore deux ailiers magnifiques. Donc on a vraiment une équipe très très équilibrée qui peut pratiquer le jeu prôné par Luis Enrique. Et je pense que tout ça est de bonne augure. Ouais. De bonne augure, oui. Alors je ne suis pas de l'avis de Guy, je suis plutôt de l'avis de 70% de nos auditeurs. D'abord, est-ce que Dembélé est étincelant depuis qu'il a été replacé dans l'axe par Luis Enrique? Oui. Est-ce que depuis un mois, il marche sur la Ligue 1 et même sur l'Europe? Oui, 11 buts en 6 matchs. C'est une évidence. Maintenant, est-ce qu'on peut imaginer un Dembélé constant sur les prochaines années pour rentrer dans le top 5? Peut-être, on ne va pas présager, mais pour moi, non. Moi, je vois un joueur qui a 28 ans, qui a inscrit 87 buts en 10 saisons, qui a inscrit 5 buts en 53 sélections, qui est fragile physiquement, même si là, pour l'instant, ça va bien, qui a un entraîneur qui peut avoir tendance à bouger les choses, donc son statut de 9,5 actuel n'est pas une certitude sur du long terme. Donc je trouve qu'il y a beaucoup trop d'interrogations autour de Dembélé pour dès à présent envisager qu'il puisse intégrer le top 5 et voilà. Après moi évidemment je le souhaite pour l'équipe de France, hein. Non mais tu vois, dans ce que tu viens de dire, il y a beaucoup de peut-être. Mais attends, Guy, de toute façon, dans la question qu'on vient de poser, c'est peut-être pour vous, tu vois, non, mais Guy, c'est un point d'interrogation. Tu suis le football depuis 60 ans, Guy, donc tu as eu l'occasion de voir des joueurs qui à 18, 19, 20 ans, ouais, je t'ai pas rajouté des années, non, j'étais correct. Mais tu viens de me crucifier, c'est pas grave. Non, c'était un hommage. Ce que je veux dire, c'est que tu as vu des joueurs de 17, 18, 19, 20 ans à qui on promettait des grandes carrières qui pour X ou Y raison y arrivaient ou y arrivaient pas. Il y a plein de facteurs dans le foot qui font que tu vas faire la carrière promise ou pas. Là, on parle d'un joueur, on a quand même 10 ans de recul sur lui. Donc, que tu disais, c'est vrai qu'il a été moqué parfois de manière un petit peu excessive sur ses ratés, sur sa maladresse et sur son attitude, souvent en retard. Souvent, il y avait ce côté un peu Mr Bean chez Dembélé qui le rend attachant, mais qui le rend pas très crédible pour devenir un top joueur. Et si on compare à des joueurs, un Eden Hazard par exemple, qui manquait de sérieux, qui était en retard à l'entraînement, à 17 ans, il était au-dessus du lot, il était incroyable. Et on disait, malheureusement, s'il devient
pas sérieux, il va pas durer, ce qui a été le cas. Mais Dembélé, je trouve que si on fait le bilan de ces 10 dernières années et de ce dernier mois, est-ce que ce dernier mois pèse suffisamment par rapport au reste? Par rapport au reste, pour moi, non. Donc je trouve que c'est beaucoup trop tôt pour se projeter. J'espère que ce pas est définitif. Ceci dit, des joueurs qui, à 28 ans, ont atteint une espèce de sérénité et sont ou deviennent très bons, même à 30 ans, il y en a qui sont devenus des stars à 30 ans. Ça existe. Mais t'as qui comme exemple? En fait, non, mais je te parle pas d'une progression constante et enfin il arrive au sommet, il reste parce que lui, là il est dans des standards moyens plus et qui sont devenus, qui ont éclaté. Ça, je vais chercher, parler d'autres choses. Parler entre vous. À la trentaine, moi j'en vois deux. Alain Giresse, qui a vraiment explosé aux yeux du monde à la Coupe du Monde 82, l'année de ses 30 ans. Je pense à un autre moins connu, pratiquement au même âge, mais qui a quand même gagné 2 Coupes d'Europe des clubs champions. Désolé, ça date. Archibald Guémil, le joueur écossais de Nottingham Forest, qui était un joueur prodigieux. Alors il joue dans une petite sélection, il a fait 2 Coupes du Monde avec l'Écosse, mais qui était étincelant les 2 années où Nottingham Forest a gagné la Coupe des champions. Ça existe, mais bon, on est dans l'aléatoire. C'est le ressenti de chacun qui répond à la question. Il se trouve ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'auditeurs, enfin la majorité, qui n'y croient pas. Qui y croient pas. Je pense qu'aujourd'hui, Jimmy Vardy est un exemple aussi de ça. C'est un peu le seul exemple actuel de joueur qui a percé sur le terrain. Jimmy Vardy, il faut être clair, quand Leicester en 2016 ou 2017 gagne la Première Ligue, il fait une saison extraordinaire. Il n'en a pas fait 3 des saisons comme ça. Tu vois ce que je veux te dire? La preuve, c'est qu'il est resté à Leicester. Exactement. L'an dernier encore, Leicester est remonté. L'an dernier encore, ils étaient en Championship. T'as André Arshavin qui nous avait fait un grand Euro 2008, qui avait 27-28 ans, qui après va à Arsenal, il explose à 27-28 ans. Ça sert à rien. On peut trouver les exemples dans les mais deux globalement, sens. T'as très peu d'exemples qui vont dans le sens de Dembélé top 5. Mais il y a une question qui se pose maintenant. Est-ce qu'il est devenu le leader d'attaque du Paris Saint-Germain ? Devant Barcola, devant le reste des attaquants, avec maintenant Gvaradona qui arrive et on va... Non, Pancrate. Non, c'est pas bon. Non, il n'a pas progressé. Non, t'as oublié aussi, il y avait aussi Hugo Léal dans les transferts ratés au PSG, et arrière gauche Janowski qui avait été cataclysmique. Est-ce que c'est pour le répondre leader à ta question, Philippe, ce qui fait un leader aussi, c'est le statut, et de toute évidence, par son parcours et son passé, en étant passé par Dortmund, par le Barça, en étant international chevronné, de base, il part avec une avance sur Barcola. Il y a évidemment ce qui se passe sur le terrain. Mais c'est Barcola qu'on parlait de plus depuis le début de la saison. Mais depuis un moment, on parle plus de Barcola, on parle de Dembélé. Il a peut-être pas une personnalité, il a peut-être pas une envie folle d'être. Ah, ça c'est possible, t'as raison. Tu vois, sa personnalité est plutôt d'être en retrait, on va plutôt dire. En retrait. Mais il y a un avant, après Mbappé, évident quand même, où Mbappé occupait une place qu'il laissait de toute manière pas de débat pour savoir qui était le leader. Et c'est sûr que depuis que Mbappé n'est plus là, on a d'abord donné ce rôle-là à Barcola. Depuis que ça va un peu moins bien pour Barcola et que ça va pour Dembélé, on le donne à Dembélé. Et si dans quelques semaines c'est Doué ou Kvara qui devient le leader, on dirait que c'est eux. Tu vois, donc moi, il y a plus de place aussi pour ça. Il y a une question que je veux vous poser. Sur les derniers matchs, il y avait une grosse faiblesse avant. Il se crée énormément d'occasions, mais il en vendangeait 90%. Là, quand on regarde, notamment contre Stuttgart, à Stuttgart, contre City, oui, mais un but, bon, il est un peu oublié au marquage. Contre Brest, il se crée finalement pas tant d'occasions que ça, mais il en met un pourcentage stratosphérique au fond. Est-ce que c'est pas ça le nouveau Dembélé ? Il met au fond ses occasions. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le coup, il faut rendre à Luis Enrique cet hommage. C'est le seul Luis Enrique qui a vu en Dembélé un potentiel neuf, ou en tout cas un joueur qu'il faut rapprocher de la surface adverse pour être dangereux, parce qu'avec ses qualités naturelles évidentes, tous les entraîneurs avant, et je pense que ça peut s'entendre, l'ont mis sur le côté rapide, en contre-attaque, en jeu de percussion, en dribble. Il avait toutes les qualités pour jouer sur un côté. Bien sûr. Et Enrique, toutes les cases à l'aile. Hein. Exactement. Enrique a eu ce flair. Un peu comme Arjen Robben, un peu dans le même style. Et Enrique, il a eu ce flair de se dire, bon, à chaque fois, il se fait des courses de 40 mètres pour éliminer, pour déborder, pour centrer. Est-ce que si je lui fais gagner 20, 25 mètres, il va pas gagner en lucidité, il aura pas plus d'occasions, il sera pas plus efficace. Et de fait, ça, on doit reconnaître que c'est un pari totalement gagnant de la part d'Enrique. Il avait un jeu un peu comme un enfant, si tu veux. Il brillait, tu vois, il mettait les gars sur le dos. On a vu ce qui s'est passé avec les défenseurs de Manchester, tu vois, qui étaient vraiment à la ramasse en fin de match. C'est des trucs de cours de récré, quoi. Oui. Et puis finalement, tu vois, les gars, quand ils arrivent pour jouer, je me souviens, quand on jouait au foot, t'avais toujours des grands qui venaient, ça m'énervait, ils étaient... parce qu'ils restaient habillés avec leur pompe italienne et tout ça. Toi, t'étais habillé... Merde, quand tu... Et alors, ils s'en foutaient, ils marquaient pas de but, mais ils nous driblaient, tu vois, ils s'amusaient comme ça. Et Dembélé, il avait un peu ce côté brésilien. Finalement, le but était secondaire, quoi.
Donc à partir du moment où ça devient maintenant un de ses objectifs, et puis surtout un plan dans son travail, quoi, quelque chose d'essentiel, je pense qu'il a fait le plus dur. Mais pour aller dans le sens de Guy, ce qui est intéressant, c'est que maintenant les journalistes en conférence d'après-match ou en zone mixte, forcément ils le lancent sur la question des stats, t'es plus efficace, tu marques des buts, comment tu le vis, est-ce que tu as des objectifs? Dembélé, il botte toujours en touche et il dit non, moi ça reste pas un objectif, je veux qu'on gagne. On sent que t'as raison, il a pas cet instinct du tueur, il est pas obsédé par les stats, ce qui est plutôt beau, ce qui donne un côté léger et frais, ce qui est bien. Mais là, il pourrait se laisser griser. Mbappé en plus lui tend une perche en disant s'il continue, il y a tout un emballement médiatique autour de ça. On sent que Dembélé garde la tête froide et ne parle pas plus de stats qu'avant en fait. Une dernière petite chose sur Dembélé, il faut souligner aussi la complémentarité avec ce qui se passe avec Barcola sur ces derniers matchs. Les derniers matchs, l'entente l'entente, l'un aide l'autre et réciproquement, bien sûr, c'est incroyable, quoi. Ils ont trouvé cette fluidité et cette complicité. Oui. Tu voulais dire un truc? Et justement, Emmanuel, même Ousmane Dembélé va dans ton sens, parce qu'en conférence de presse, il avait dit avant, je jouais collé à la ligne, je devais dribbler 3-4 joueurs avant de marquer des buts. Aujourd'hui, je n'ai plus qu'un joueur, voire juste à pousser la balle au fond. Je pense que si même lui l'affirme, c'est que la lucidité doit vraiment va dans mon sens. Je suis Mbappé d'ailleurs a tenu des propos élogieux sur Dembélé, pas plus tard que le week-end dernier. Mais il y a une question que je veux vous poser. Quelle attaque au PSG, quelle attaque en équipe de France? Au PSG, je pense qu'ils l'ont trouvé. Alors après, faut avoir Gvara, Doué, Barcola, ça va tourner, je pense, sur les côtés. Ça va tourner, il a 4 joueurs. C'est sûr que pour jouer Le Mans, il va pas mettre Dembélé. Mais la vraie question, c'est plus en équipe de France, en effet. C'est ça la question. C'est surtout là où je voulais en venir. Je sais pas dans quel sens, mais ça va être Mbappé, Dembélé, Barcola. Le futur, c'est ça. Maintenant, Deschamps, c'est quand même. C'est qu'on a deux joueurs qui aiment le conservatisme. On a deux joueurs qui aiment le côté gauche. Oui, mais tu vois, ce qui est intéressant finalement, c'est que ça libère quelque part, ça peut libérer Mbappé de ce rôle de numéro 9 qui lui est promis depuis le départ de Giroud et depuis l'arrivée de Barcola. On peut imaginer un Mbappé Dembélé qui reste en 9,5 comme il fait à Paris, Mbappé qui décale à gauche et Barcola qui est un peu le perdant entre guillemets et qui est décalé à droite. C'est une possibilité. Moi je pense qu'il sera pas très mal à l'aise à droite de Barcola. Non, je suis d'accord avec toi. Au lieu de déborder, il repiquera, il enroulera, il adore ça. Un peu à la Thierry Henry. Voilà. Je pense que ça, c'est pas un problème. Mais il faut que Didier Deschamps ait l'audace de faire ça, de mettre ces trois-là ensemble, de les tester. Ce serait bien. Moi, j'ai envie de voir ça. Moi, c'est exactement, je voulais en venir, c'est que j'imagine bien Barcola, Mbappé, Dembélé en équipe de France. C'est magnifique. Ça peut être très, très solide devant. Très très solide. Totalement d'accord. Les vraies voix du foot. On a parlé de Dembélé que vous ne voyez pas dans le top 5 mondial des attaquants manifestement. Et maintenant on va parler d'un retour, une résurrection peut-être, puisque des présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 l'appellent. C'est celle de la Coupe de la Ligue. Et vous, est-ce que vous souhaitez le retour de la Coupe de la Ligue? Ça dit quoi, Quentin? Alors si les présidents de clubs veulent le retour de la Ligue, 84% des auditeurs ne souhaitent pas le retour de la compétition. Effectivement, allez, on en débat tout de suite. Retour des vraies voix du foot avec Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Quentin Webb. Et c'est ton tour pour l'édito, Emmanuel, sur la Coupe de la Ligue. Sud Radio, les vraies voix du foot. Est-ce qu'on va assister au retour de la Coupe de la Ligue? Là, c'est ce qui se trame depuis quelques semaines. Il y a des présidents de clubs de Ligue 1 et de Ligue 2 qui militent en faveur de ce retour. On sait également que Vincent Labrune, président de la LFP, pilote un petit peu tout ça en sous-main. Évidemment, dans un but très simple, c'est renflouer les caisses de la LFP suite aux pas très fructueuses négociations des droits télé avec DAZN. Alors, juste petit rappel quand même. Quand est-ce que cette histoire s'est terminée avec la Coupe de la Ligue? 2019-2020 était la dernière édition et à ce moment-là, deux arguments avaient été mis en avant pour justifier cet arrêt. Premier argument, on n'a pas trouvé de diffuseur ou en tout cas pas au prix attendu. Et deuxième argument, la Coupe de la Ligue pénalise les clubs français qui jouent en Coupe d'Europe parce qu'elle surcharge les calendriers. Alors, question simple à Monsieur Labrune, s'il nous écoute. Aujourd'hui, quel diffuseur est intéressé pour diffuser cette Coupe de la Ligue? Et à quel prix? Parce que c'était l'argument premier de cet arrêt de la Coupe en 2020. Et deuxième question pour tous les présidents là, qui se réunissent depuis quelques semaines. Messieurs, qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis en 5 ans? Parce que vous vous inquiétez pour la santé des joueurs il y a 5 ans et la surcharge des calendriers et le manque de compétitivité. Donc juste, peut-être qu'on en recevra autour de cette table. Qu'est-ce qui vous a fait changer d'avis sur ces 5 dernières années? D'autant que nos clubs n'ont jamais été aussi performants en Coupe d'Europe que cette année, en Ligue des Champions. Donc le timing est plutôt mal choisi. Et pour terminer, Philippe, petite info quand même. Si cette Coupe de la Ligue revient, peut-être d'ailleurs sous un autre nom, c'est pas à exclure pour des questions de marketing,
Elle mettra en scène les clubs de Ligue 1, les clubs de Ligue 2, mais aussi les clubs de Ligue 3. La Ligue 3 qui, rappelons-le, fera son apparition lors de la saison 2026-2027. Donc là, les planètes s'alignent, à la fois renflouer les caisses de la LFP, répartir entre les clubs qui aujourd'hui ont besoin d'argent dû, on l'a dit, au manque de droits télé, et évidemment mettre en avant cette Ligue 3 et officialiser le football professionnel à 3 divisions. D'accord avec ça, avec l'édito de Emmanuel, Guy? Déjà, la première phrase d'Emmanuel qui dit que c'est Vincent Labrune qui pilote tout ça, donc forcément, déjà, je dis c'est une mauvaise idée, a priori. Non, sérieusement. Ça s'appelle un tacle à la gorge. Sérieusement, je ne sais pas si vous vous souvenez des dernières éditions de la Coupe de la Ligue. Tu parlais du diffuseur, Emmanuel, ça sera France Télévisions. Oui. Parce que c'est donc un match de Coupe de la Ligue avec Pasquier, les brioches. Ils nous ont trouvé ça. Oui, mais dans le contrat, ils avaient exigé que ça soit écrit sur le cul des joueurs. Donc sur le short, vous avez la brioche. Et puis, j'ai le souvenir d'un match du Mans, commenté, un match de Coupe de la Ligue du Mans. Stade Bonal. Non, au stade. Non, c'était Sochaux Bonal. Oui, Bonal. Le nom d'un Léon Bollet. Léon Bollet, c'est encore plus ancien. Et donc maintenant c'est devenu le nom d'une MMA Stadium. Et donc il pleuvait, il y avait peu de monde, il y avait les maillots Pasquier, il y avait et c'était commenté par un duo de Allez, sors les noms. De commentateurs. Non, j'ose même pas sortir les noms parce que c'est méchant. Alors, de toute façon, il n'y en a pas des masses. Et c'était terrible. C'était une véritable punition. J'exagère, je caricature, mais il y a un parfum de ça. Et on voit bien que c'est pour remplir le calendrier. Mais le calendrier, il est déjà. Tout le monde se plaint du calendrier. De Bruyne, alors bon, tu me diras, De Bruyne, il est loin de la Coupe de la Ligue. Hein. Là, je fais un grand écart. Il fait la Cup of the League. C'est un grand écart intellectuel, mais tu vois, c'est que voilà, pourquoi pas la coupe. En revenant à la coupe Intertoto, à la coupe des villes de foire. Enfin, c'était l'ancêtre de la coupe de l'UEFA, la coupe Drago. T'as connu la coupe? Non, j'étais pas né, mais j'en ai entendu parler. La coupe Drago, c'était ceux qui étaient éliminés de la Coupe de France qui faisaient une coupe de conseil. Et il y avait même la coupe Mitropa à l'époque. C'est vraiment très vieux. Mais Guy, j'ai une petite question. T'es sûr, pour toi, c'est acté que ce serait sur le service public parce que tu gagnes pas d'argent sur le service public par définition? Non, c'est parce que qui va vouloir diffuser ça? Je suis d'accord avec toi, mais est-ce que va vouloir diffuser ça? Est-ce qu'une chaîne privée qui donne ne serait-ce que, j'en sais rien, 30 millions ou 40 millions, ou soyons fous 50 millions, je pense qu'ils les prennent. Et le service public, tu gagnes pas d'argent avec le service public. Le service public, c'est un service public et comme mais là, la volonté, elle est avant tout financière. Quand c'est pas cher, ils peuvent être sur le coup, tu vois. Mais de toute façon, c'est un problème de calendrier. Je vois pas. Et ça n'intéressera pas les gens. Donc à chaque fois, c'était le même truc. Les gars de France Télévisions essayaient de nous vendre le match, tu vois, alors que tu voyais bien que c'était l'équipe même pas bis, c'était tu vois, ils avaient 3 U19, enfin des remplaçants, deux gars qui revenaient de blessures, etc. Voilà, quoi. Mais ce qui incite au possible retour, c'est que parmi les dirigeants qui ont évoqué ça, il y a quand même Marc Keller, Strasbourg, Laurent Prudhomme, Lyon, Valdemar-Kita, Nantes, Pascal Robert, Brest, Arnaud Pouy, Rennes. C'est quand même des clubs importants et on va pas se raconter l'histoire. Le lobbying, c'est quand même important dans le milieu du football, non? Non, mais de toute façon, à partir du moment où tu as Vincent Labrune qui a cette volonté pour la LFP, tu peux partir du principe qu'à 90% c'est fait, parce que quand on voit les soutiens qu'a Vincent Labrune auprès des présidents et auprès des instances du football, ça paraît être plutôt bien engagé. Et quand en plus tu as cette Ligue 3 qui arrive, et c'est toujours pareil, quand tu lances un projet aussi fort qu'une 3e division professionnelle, il faut que tu mettes les fleurs autour pour que ce soit clair pour tout le monde qu'il y a un football à 3 divisions. Et il y a aussi ce truc-là, les Ligue 1, Ligue 2 voulaient pas qu'il y ait une Ligue 3 parce qu'ils disaient il y aura moins de répartition télé, ainsi de suite. Donc ils disaient nous on n'est pas gagnants, on n'a pas envie que la 3e division qui est en dessous devienne professionnelle. Mais si on leur vend une Coupe de la Ligue qui arrive et qui leur rapporte un peu d'argent, ça peut compenser ce manque qu'ils craignent de la répartition des droits télé avec une 3e division. Donc on peut comprendre, comme je disais, la volonté à la fois financière s'ils le vendent à autre chose qu'au service public, et à la fois le fait de
de faire accepter cette Ligue 3 aux autres clubs professionnels et aussi, c'est toujours pareil, tu as des clubs qui se disent ça peut être la possibilité d'avoir un trophée en plus. C'est bien aussi un peu plus profondément le style La Brune, c'est-à-dire que tu vas vers un football à 2 vitesses, avec des compétitions de riches. Et puis là, tu parlais de Strasbourg, tu vois, de Keller. Qui a gagné 3 fois des clubs comme ça, pour qui ça peut être un moteur, ça peut être un trophée. Ils ont gagné 3 fois tu le vois, trophée. et donc des clubs qui n'ont... donc c'est quand même une compétition qui au départ est dévalorisée. Et en plus, je te dis, comment intéresser les gens à des affiches où tu n'as pas l'équipe type, c'est pas sexy, quoi. Et petite précision, pour l'instant, les dirigeants qui ne se sont pas alignés avec ceux que tu as cités, Philippe, c'est parce qu'ils essaient de négocier. Ils essaient de négocier dans la mesure où ça peut être négociable, que le fait de gagner la Coupe de la Ligue te qualifie pour la Coupe d'Europe comme la Coupe de France. Et pour l'instant, ça c'est pas le cas, ou c'est pas prévu comme tel. Il faut la validation de l'UEFA. Il faut la validation, mais il y a beaucoup de présidents qui seraient prêts totalement à basculer, donc on serait pas loin d'une unanimité si, en effet, il y avait une place en Coupe d'Europe qui se libérait. Mais il y a une question qui se pose quand même, parce qu'on parle de réforme de la Coupe de France. Est-ce que c'est pas mettre un peu la charrue avant les bœufs de vouloir faire à nouveau la Coupe de la Ligue alors que la réforme de la Coupe de France n'est pas actée? C'est-à-dire, en quoi ça consisterait la réforme de la Coupe de France? Justement, on nous parle de réforme, mais on ne sait pas encore comment ça se fait. Comment ça se présente, c'est qu'il ce serait beaucoup plus département, région, pendant plus longtemps, tu maintiendrais. C'est ça. Voilà, ce serait plus localisé, comme exactement. La Coupe de la Ligue. Au départ, ce serait au sein des régions. Par exemple, je sais pas, Nantes serait avec Brest, avec Rennes, avec Guingamp, etc. Tu ferais ce qui est déjà le cas, mais sauf que là, tu aurais plus de tours, tu maintiendrais plus longtemps le côté région entre elles, le club des régions entre eux. Ce serait ça, en gros, la réforme. Ce qui justifierait un intérêt du service public, d'ailleurs, avec France 3 Régions qui diffuserait. Totalement. Parce que du coup... ça, pour le coup, je trouve que c'est plutôt une bonne idée, et ça a du sens, de faire ça. Mais est-ce que la Coupe de la Ligue, elle était jugée peu attractive ? Vous avez tous répété pourquoi, notamment Guy, parce qu'il y avait souvent une équipe bis, voire terre. Qu'est-ce qui pourrait la rendre sexy? Alors, il y a la version, on va dire, bassement matérielle, un gros annonceur qui met beaucoup d'argent, et s'il y a beaucoup d'argent, eh bien évidemment, on met l'équipe type parce qu'on veut aller le plus loin possible et gagner un maximum d'argent. Qu'est-ce qui pourrait la rendre plus attractive? En fait, ce qui peut la rendre plus attractive, c'est ce qu'on a vu avec la Ligue des Champions, c'est faire un format totalement différent. Là, on a l'impression que c'est une sous-coupe de France, en fait. C'est sous-coupe en 2 mots. Sans les petits poussets. Exactement. Donc, t'as pas ce charme de la Coupe de France avec les petits poussets qui peuvent faire des performances. T'as le même modèle de on s'affronte tour après tour et globalement à terme a priori les gros vont prendre le dessus sur les divisions en dessous. Ce serait peut-être d'imaginer, alors là j'ai pas d'idée précise, mais un nouveau format, une nouvelle formule qui donne envie, je sais pas si c'est une réussite, mais pour moi c'est la seule manière de réintéresser les gens à cette coupe et qu'ils se disent pas allez on nous ramène la Coupe de la Ligue qui me plaisait pas. Ce que je disais, ça peut intéresser les clubs moyens parce que les grands clubs mettront des équipes comme tu l'as dit bis ou terre, donc qui ça rééquilibre les forces. C'est comme s'ils partaient avec un handicap, tu vois ce que je veux dire. Et à partir de là, ils s'en foutent, donc qu'ils perdent, c'est pas très gênant dans leur palmarès. Et à partir de là, c'est le moment de gloire d'un petit club, d'un club pro, moyen, plus pro, du style Reims, Strasbourg, enfin des clubs comme ça, quoi. Oui, t'as vu quand même que le Paris reste l'équipe qui a le plus de coupes de la Ligue. Donc mine de rien, ça revient quand même à un gros. Oui, voilà. Bien sûr. Paris est le club qui a le record de 9 et devant, je crois, 3 ex-aequo. Il y a 3 chacun, Lyon, Marseille et Strasbourg. C'est ça, absolument. Et puis après, il y a plein de clubs qui l'ont gagné, comme Metz, Sochaux, Bordeaux, il faut le dire, avec une pensée pour Maxime, quand même, notre réalisateur, qui suit depuis ses vacances les résultats des Girondins de Bordeaux. Allez, est-ce qu'on espère de voir la Coupe de la Ligue? Bon, ce sera pas pour tout de suite. On vous tiendra au courant, évidemment, dès qu'on a des confirmations et des infos, on vous dira. Et maintenant, on a parlé gros sous, puisqu'on va faire le bilan du Mercato, qui s'est terminé hier soir à 23h avec notre ami Alexandre Corboz du But Football Club. On se retrouve tout de suite pour les vraies voix du foot. Retour des vraies voix du foot avec bien évidemment Guy Carlier, Emmanuel Galasso, Quentin Frodon et tout de suite le But Football Club. L'info du jour avec butfootballclub.fr. Salut Alexandre Corboz. Bonsoir à tous. Salut Alexandre. Bonsoir Maître Corboz. Abemus Mercato. Maintenant c'est fini, depuis hier soir 23h. Est-ce qu'on peut dire, on va faire le bilan global, que ça a commencé... Vas-y. Qu'on va pouvoir se reposer un peu parce que le mois était intense. Il a commencé très fort, il a fini très fort. On sent que t'es à bout là, Alexandre. Ça c'est un mois très long. Avec ascenseur émotionnel garanti, évidemment. Bah oui.
Il va C'est pouvoir ça. dormir jusqu'à l'été prochain. Il a commencé très fort avec une arrivée du sud de l'Italie avec Kvaratskhelia au PSG. Il a terminé très fort avec une arrivée du nord de l'Italie avec Bennacer du Milan AC. C'est ça? Oui, c'est un très gros coup pour l'OM parce que c'est un joueur important de la sélection algérienne, un joueur qui brille depuis plusieurs années en Serie A avec Empoli, avec le Milan, qui était un petit peu moins bien ces derniers temps parce qu'il avait connu quelques soucis avec des coéquipiers et du coup il va se relancer du côté de Marseille et c'est un super coup pour Marseille parce que pour le coup maintenant le milieu de Marseille il y a beaucoup de talent, d'expérience et c'est pas loin d'être le milieu le plus costaud de Ligue 1. En complément d'Alexandre, Bennacer a été blessé de mi-septembre à mi-décembre. Là, il est revenu depuis. Sur les 10 derniers matchs, il en a joué 7. Et il retrouve de la compétitivité, un bon état physique. Donc, il y a un joueur qui arrive quand même dans de bonnes conditions physiques. Et totalement d'accord avec Alexandre sur la concurrence au milieu de terrain. Il va surtout être en concurrence, selon moi, avec Valentin Rongier, Hochberg et Rabiot. Parce que Nadir, c'est quand même un cran en dessous. Kondogbia est blessé et plus de fragilité. Donc, il va y avoir une rotation à 4, a priori, au milieu de terrain, quoi. Et puis, Kondogbia va passer défenseur central parce qu'ils n'ont pas remplacé ni Bamo Benité ni Brassier. Donc ni Brassier. Ça va régler la question. Ouais. Guy. Et puis on parlait tout à l'heure du public, de la partie, on va dire entre guillemets, ça n'a rien évidemment de péjoratif, algérienne du public marseillais. C'est vraiment une icône. Il avait été élu champion d'Afrique. Oui, il avait été 2019 élu de mémoire. 2019. Il avait été élu meilleur joueur absolument du tournoi. C'est vraiment pour les enfants d'Algériens, enfin, ou ceux qui ont de la famille là-bas, peu importe, ceux qui ont des liens avec ce pays, c'est vraiment une icône, quoi. Donc, je pense qu'on parlait de Rabiot tout à l'heure, il va avoir le même amour et même davantage de la part du public marseillais. Alexandre. Et au-delà de ça, c'est pas le seul Algérien qui débarque cet hiver, parce qu'il y a Mingouiri aussi. Là, pour le coup, ils font coup double sur des joueurs algériens. Ça faisait longtemps que Marseille n'avait plus renoué avec cette tradition des joueurs algériens. Là, ça fait deux d'un coup sur 5 jours de mercato. On le disait tout à l'heure, Karim Ziani et Fouad Kadir, les deux derniers Algériens. Et il y a une autre arrivée qui s'est faite en dernière partie, Dedic, le Bosnien, du côté de l'OM, le latéral. Oui, là, c'est plus un pari, un peu comme ils avaient fait à l'époque pour Kelly Tachar. Mais bon, là, il coûte beaucoup moins cher. C'est un prêt à 1 million d'euros avec une option d'achat importante, quand même à plus de 10 millions d'euros. Mais bon, ils ont le temps de le tester sur 6 mois. Avant de leur filer à Lyon. C'est le schéma classique. C'est les chemins. Mais c'est pas mal. Hein. On a un peu la poubelle de Marseille ces derniers temps. C'est pas mal à 22 ans, international bosnien. Salzbourg, on sait que c'est une très belle usine à formation, à former des beaux joueurs. Non, t'as raison, cette année, Ligue des Champions. Compliqué, mais sur l'historique récente, quand même, ils ont réussi à sortir quelques phénomènes. Est-ce que l'OM, parmi les clubs de haut de tableau, c'est celui qui a réussi le meilleur mercato pour toi, Alexandre ? Moi, j'aime beaucoup celui du PSG, qui était surtout un dégraissage et l'arrivée d'un joueur qui, pour le coup, est une vraie plus-value. Mais on regarde le PSG a fait un mercato en équilibrant sa grosse vente avec, son gros achat avec des ventes. Marseille a perdu beaucoup de monde, mais a fait arriver quelques joueurs qualitatifs. Pour moi, non, je reste sur le PSG quand même parce que pour le coup, Kvara, c'est quand même autre chose. C'est quand même un joueur de très 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 haut niveau. Kvaradona, comme il l'appelle en Italie, à Naples. Kvaradona, ouais. Maurizio, le mercredi, il appelle Kvaradona. On embrasse Mauricio qu'on retrouvera demain dans les vrais voix du foot à 20h. Guy, tu veux réagir? Oui, Alexandre, pour toi, quel est le club, on va dire, loser de ce mercato? Est-ce que tu penses Lens? Tu penses des clubs comme ça? Alors, lance un petit peu parce que mine de rien, ils ont perdu 2 joueurs importants plus le gardien en remplaçant par des joueurs low cost. Mais pour moi, vraiment, le gros coup de gueule, si j'en ai un passé, c'est Saint-Étienne. Oui, voilà, Saint-Étienne, c'est scandaleux ce qu'ils ont fait sur ce mercato d'hiver. On annonce qu'Ilmer Sport a des moyens, qu'Ilmer Sport va investir, et au final, on se retrouve avec 2 joueurs qui sont même pas des joueurs data ou des joueurs prospects, mais des joueurs déjà connus du club depuis un moment, suivis depuis un moment, à savoir Irving Cardona qui était là l'an dernier, qui était parti à l'Espagnol, qui a floppé à l'Espagnol, qui a pas marché là-bas, oui, bien sûr. Voilà, et puis Maxime Bernauer, qui pour le coup est un joueur qui était remplaçant au Dynamo Zagreb, un joueur français qui était bon quand il était au Paris FC en Ligue 2, quoi. Et en fait, moi, ce qui m'inquiète, c'est que je me rends compte que Le Havre,
qui est une équipe qui était interdite de recrutement quand même à titre onéreux, a fait un meilleur mercato que Saint-Etienne pour se sauver. C'est vrai. Et ça me choque parce qu'on dit que Kilmer a les moyens, mais Kilmer n'a rien fait. Et Kilmer a même laissé partir le plus gros talent de Saint-Etienne, à savoir Mathis Amourou, qui a signé. Donc ça a été officialisé aujourd'hui à Chelsea. Mais le Havre, on le dit pas assez, ça travaille extrêmement bien au Havre depuis la remontée. Mathieu Bodmer y a été pour beaucoup d'ailleurs, il bosse avec la data et voilà, le Havre, avec les moyens du bord, ils font des choses formidables. Alexandre, tu nous parles pas de Rennes quand même, je suis étonné. Surtout que Rennes, c'est la lutte. Désolé Patrick Roger, notre directeur général qui est supporter de Rennes, c'est pour pas descendre entre Le Havre, Rennes. Recrutement à la lyonnaise un peu l'an dernier, très ambitieux pour pas descendre quoi. Et Montpellier. Parce que pour moi, c'est pas un flop. Ah non, parce que juste tout à l'heure, Philippe te demandait pour toi le meilleur mercato, t'as répondu Paris, je pensais que t'allais dire Rennes. Il a dit Paris et Marseille. Non, parce que Rennes, j'attends de voir, mais Rennes, c'est sûr que c'est un mercato qui est spectaculaire. Voilà. Très spectaculaire. Hier, c'est nous, notre côté à but, on était au bout du rouleau, parce qu'ils nous ont fait 8 officialisations dans la journée. Ouais. Ce qui était non mais hier, Rennes, ça a été incroyable. Depuis Lille, Gérard Lopez, c'était du jamais vu, 8 transferts dans la même journée. Sur le dernier jour du mercato. C'était une journée dingue, ils ont fait venir des bons joueurs en plus. Le Oleg B, c'est un très très bon joueur du Cercle Bruges. Tu peux nous en parler un peu, parce qu'on s'est polarisé sur Samba, sur les stars, et ceux-là on les connaît moins. Alors, pour moi, les très bonnes affaires du dernier jour, c'est Moussa Altamari de Montpellier, le fameux Messi jordanien, qui est un super joueur, on l'a vu à Montpellier. Ouais. Qui est très rapide, un joueur de contre-attaque, de transition rapide qui est exceptionnel. Oleg B qui est pareil, un feu follet qui nous vient de Belgique et qui marchait bien au Cercle Bruges. Ils ont aussi fait venir l'espoir Chichouba, qui était Ayanda Chichouba, qui était un grand espoir à Lens, qui était parti en Italie et qui est revenu là. Il y a un mercato très lensois. Il y a aussi Anthony Rouault qui fait son retour en Ligue 1, qui avait quitté Toulouse, qui fait son retour. Connaît de l'OM, qui va dire qu'il est un joueur d'avenir. Et le pari quand même, ça reste Kyogo Furuhashi, l'attaquant qui arrive du Celtic, 28 ans. C'est un coup de poker, mais pourquoi pas. Il y en a quand même différents profils dans ce mercato rennais. Là, ça reste le Celtic entre Rennes et Celtic, c'est des Celtes. Il y a Ismaël Koné qui arrive de Marseille, qui a échoué à Marseille, mais qui était un très très gros prospect. Avec la pression marseillaise, c'est très compliqué de lancer un prospect, surtout que autour on a des Hochberg et des Rabiot. Mais je pense qu'à Rennes, lui, il peut réussir, parce que Rennes a tellement raté son mercato d'été. Là pour le coup, s'il y avait un flop à donner cet été, c'est vraiment Rennes. Mais cet hiver, donc c'est un mercato pour se sauver à la lyonnaise, exactement. Mais avec 80 millions quand même d'investir. Pour rester quelques instants sur Rennes encore, 8 arrivés, c'est un chamboule-tout pour l'équipe, non ? Ah totalement, mais ils ont chamboulé. Ils ont même changé les entraîneurs 2 fois, donc c'était nécessaire. Oui. Ils tentent de se sauver, ils tentent le tout pour le tout, et on peut se féliciter d'avoir des clubs comme ça encore en capacité de nous animer les mercatos, mais parce que la question que je me suis posée avec 8 arrivés à Rennes en lastminute.com, la question qui se pose quand même, c'est: Habib Beye vient d'arriver, c'était un mercato qui était déjà prévu avant son arrivée, ou c'est lui qui a dit à toute vitesse il me faut X, Y, Z? Comment ça s'est passé? Non, là c'était un mercato qui était déjà amorcé. Ouais, d'accord. En fait, Frédéric Massara, qui est arrivé l'été dernier du Milan AC, et était sérieusement menacé après le début de saison rennais. Et il devait corriger le tir, et ça c'est le mercato Massara pour corriger le tir, avec Arnaud Pouille en soutien, qui a amené ses contacts lensois. Et voilà, on est là. C'est un mercato surtout géré par les dirigeants, et Big Bay, justement, on peut inclure Bay dans le mercato, même si c'est pas formellement la même chose. Mais enfin, il arrive là, Mais Guy, moi j'ai quand même l'impression que ce mercato, c'est quand même, faut vite sauver ma peau de Massara. C'est parce que là, sur les 4-5 premiers mois, le grand perdant à Rennes, c'est pas Pouille, c'est pas évidemment les entraîneurs, mais ils ont eu l'occasion de partir, donc on n'en parle plus. Mais c'est Massara, son réseau qui était un peu survendu, notamment en Italie, il est arrivé plein de promesses, et de fait, ce changement de direction sportive et de mercato n'a pas été une réussite. Et ce qui est intéressant justement là, c'est qu'il prospecte différents profils dans différents championnats avec différents agents, il y a différentes filières. Donc Massara change de tactique, montre qu'il est dans l'action, et c'est évidemment l'objectif numéro 1, c'est de maintenir le Stade Rennais, mais c'est aussi lui.
pour redorer le blason et recréer une nouvelle dynamique. En tout cas, ça va pas être l'un des moindres intérêts du championnat que de suivre Rennes, parce que c'est vraiment passionnant ce chamboulement, et on va suivre avec passion ce qui va se passer à Rennes, Philippe. Ah oui. Quand vous aurez fini de prendre vos messages personnels. Non. Rejoins-moi. Je regarde les résultats de la Coupe de France parce que c'est quasi terminé. Je vous donne les résultats parce que ça vient de basculer. Il y avait 1-1 entre Troyes et Brest. Et Brest vient de marquer un deuxième but à 90+2, un but de Sima. Donc pour le moment, Brest est en train de s'imposer à 2-1. Et en même temps, Lille menait 1-0 contre Dunkerque. Mais Lille vient de se faire rejoindre à 90+5. C'est beau. Donc vous voyez prolongation à venir entre Lille et Dunkerque dans le derby du Nord. Les deux buts sont arrivés d'un coup. Ça valait le coup, j'accepte. Maintenant, tu peux retourner sur ton groupe ce que je voulais dire, c'est que ça va être un des intérêts du championnat de suivre cette équipe de Rennes. Bien sûr. C'est passionnant. De même que ce que nous a dit Alexandre sur Saint-Étienne, c'est un éclairage incroyable, parce que là, il y a vraiment une faute professionnelle. Enfin, c'est dingue. C'est mettre le club en péril, de faire des choses. Parce qu'il joue la descente encore, Saint-Étienne. Oui, bien sûr. Alors, on va parler d'un transfert d'un joueur qui a beaucoup joué en France. Enfin, dans un seul club, Neymar, qui est de retour au Brésil après l'Arabie Saoudite. T'as vu ça? C'est le retour à Santos. On parle déjà de Neymar Mania. Oui, mais après, voilà, Neymar, c'est vraiment un retour pour se relancer, parce qu'aujourd'hui, s'il est de retour à Santos, c'est par défaut. C'est parce que Al Hilal a fait de la place, et que lui-même, il avait besoin de retrouver du temps de jeu, retrouver un projet où il veut être bien de lui. En Europe, il était cramé, faut le dire. Après ce qui s'est passé au PSG, il était cramé. Là, sa chance de revenir en Europe, c'est de rebriller à Santos, dans son club. Donc, il revient chez lui pour justement tenter ce pari. Moi, ça me paraît cohérent, parce qu'il n'a pas renoncé à l'idée de faire le prochain mondial, et pour ça, il a besoin de jouer, quoi. Il a 33 ans, il revient chez lui, on sait qu'il est très sensible à son pays, à la culture, il est heureux quand il est là-bas, et il y a quand même un vrai phénomène. Il se couchera plus à 3h du matin. Oui, t'as raison. Heure locale. Non, mais ce qui est bien, par contre, c'est que le championnat brésilien, il y a une vraie dynamique. Il y a beaucoup de joueurs brésiliens qui reviennent dans le championnat. Et ils gagnent régulièrement la Coupe la Copa Libertadores. C'est régulièrement des clubs brésiliens qui gagnent. Palmeiras, Botafogo ces dernières saisons. T'as aussi un phénomène nouveau, c'est des clubs. Enfin, on parlait de Dimitri Payet, ça en est plus connu. Mais t'as des joueurs européens de culture européenne qui rêvent du Brésil, de paille exactement. Au Corinthians, t'as des joueurs européens qui se disent, c'est la terre de foot, donc je vais finir. Je veux pas terminer ma carrière sans avoir goûté au football brésilien. Donc c'est intéressant ce qui se passe dans ce championnat. Et on est obligé de parler. Je vous donne le résultat final. Brest s'est imposé à 3, 1-0, et cette dernière seconde, tir au but entre Lille et Dunkerque, les amis. Guy. Non, juste pour revenir, Alexandre, sur le mercato, est-ce que tu peux nous donner un scoop d'un gros coup qui a failli se faire, juste pour donner des regrets aux supporters du club, et qui a échoué au dernier moment? Belle perche. Comme ça, moi je parlerai quand même du côté de Lyon. Oui. Il y a eu quelques tentatives pour faire venir un joueur, un ailier droit dans les derniers jours, dans les dernières minutes. On peut citer son nom, Alexandre. Ouais, moi on m'a parlé de. Oui, voilà. En fait, c'est pas un très grand nom, mais par contre c'est celui qu'on surnomme le Neymar équatorien, Alan Minda, qui jouait en Belgique et qui avait été acheté par le club belge, je crois, pour plus de 10 millions d'euros. Et ils ont essayé de le faire. Ils ont essayé aussi de faire un Carvalho qui joue à un joueur portugais, un jeune, qui était à Liverpool avant et qui est aujourd'hui à Brentford. Ils ont tenté des coups, mais ça n'a pas fait. À propos de Lyon, Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé avec Cherki, pour qui on a fait une offre à 25 millions, qui n'a pas fonctionné, c'est tout simple, c'est que Lyon n'avait pas le temps de se retourner, pas le temps de le remplacer. Alors effectivement, il y avait un gentleman agreement, mais c'est pas une clause libératoire. Alors, ça fait plus d'un an qu'ils le mettent sur le marché à chaque... Ça fait plus d'un an aussi qu'il demande à partir, mais qu'il est prêt à rester. Et là, il va être prêt à rester 6 mois de plus. Dans tous les cas, il y a eu une demande de sa part de vouloir partir.
Maintenant, c'est pas une demande très vindicative. Il n'a pas mis la pression sur le club. Ça n'a pas été excessif. C'est plus son entourage qui a un peu mis dans les derniers jours beaucoup d'eau dans le moulin, mais au final, ça s'est pas fait. Et c'est logique. Dans l'historique Cherki Olympique Lyonnais, c'est quand même la première fois qu'il y avait une volonté claire de Cherki de partir et que l'Olympique Lyonnais lui offrait a priori une porte de sortie qui s'est refermée, mais c'était la première fois que le processus allait aussi loin. Moi, je pense sincèrement que Cherki serait parti si Saïd Benrahma n'avait pas signé en D2 sans doute. en D2 d'Arabie Saoudite. Ouais. Voilà. Parce qu'il n'y avait plus la possibilité de le remplacer et ils avaient Kalmada à son poste si jamais il partait. Bon, en tout cas, Cherki, 6 mois de plus à le voir jouer en France, je trouve que c'est bien. Je suis content. On est super content aussi ici. Et un dernier mot en 30 secondes, c'est une info But Football Club. L'OL est passé proche de l'exclusion de la C3, enfin l'ex-C3 maintenant, la Ligue Europa. Un communiqué de l'ICFC, qui est l'instance de contrôle financier des clubs européens, qui a annoncé que Lyon était sous le coup d'une exclusion des Coupes d'Europe, mais dès le mois de février, parce qu'ils n'avaient pas obtenu la certification de leur compte. Non, c'était la certification des comptes qui manquait par les commissaires aux comptes. Et le fait de l'avoir eu fin janvier, ça a éloigné la menace. Parce que normalement, il est impossible pour un club qui retrouve l'Europe d'être vivant en cours de saison. Mais Lyon a failli devenir un inédit. Alors, les expériences de mort imminente à la Textor, on commence à Lyon un petit peu à les avoir. John Textor, les gars, c'est Dallas. On va lancer la série John Textor parce qu'il y en a toutes les semaines. Merci Alexandre Corboz, merci à tous, merci Guy Carrier, merci Emmanuel Galasso, merci Quentin Frodon, merci beaucoup Marie à la réalisation. Tout de suite, demain, vous retrouvez à 20h Tonton Maurizio et sa bande, mais tout de suite, Jacques Pessis, Les Clés d'une vie, avec Françoise Dorner, prix Goncourt du premier roman 2004.